La présidentielle en République démocratique du Congo, elle devait se tenir en 2016, mais plus les jours passent et plus le doute s'installe. L'opposition emmenée par Étienne Tshisekedi et Moïse Katumbi essaie de donner de la voix sans pour autant obtenir gain de cause. Et pourtant, il y a déjà des candidats déclarés. Justine Kasavubu, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes la fille de Joseph Kasavubu, premier président congolais, mis en place en 1960 au moment de l'indépendance. Il a ensuite été renversé en 1965 par Mobutu. Vous êtes une opposante historique, même si vous avez été ministre sous Kabila, père, mais ça n'a pas duré longtemps. Vous avez démissionné. Pour vous, être opposante, c'est vraiment votre place ? Mais vous savez, lorsqu'on lutte pour son pays et qu'on place l'intérêt général au-dessus de tout, eh bien, il faut aussi observer certains principes. Il faut être rigoureux, il faut avoir un programme, il faut savoir où on veut conduire le pays. Et donc, nous n'avons pas vocation à faire carrière dans l'opposition. Nous avons vocation à gouverner et c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Donc, vous êtes candidate à la présidentielle, vous nous le confirmez ? Mais écoutez, quand vous regardez l'échiquier politique congolais aujourd'hui, c'est un désordre total, c'est vraiment une cacophonie. C'est pratiquement une classe politique qui se comporte en supporter de football au lieu de défendre l'honorabilité de nos fonctions respectives. Et donc, face aussi au désintérêt de la classe politique qui s'est fourvoyée dans des intérêts égoïstes, eh bien, personne ne parle au nom des femmes, personne ne défend le peuple congolais. Et donc, par rapport à cette situation, moi j'estime que nous devons absolument marquer une rupture par rapport à toutes ces pratiques. Et donc, oui, la voix de la femme congolaise doit compter et nous sommes là pour faire valoir ce droit. Alors, la présidentielle est prévue en novembre, mais les autorités congolaises estiment que toutes les conditions ne sont pas remplies. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument ? Mais écoutez, c'est totalement dénué de tout fondement, parce que vous savez très bien que jusqu'ici, le gouvernement de Kabila n'a pas rempli son rôle, c'est-à-dire d'allouer les sommes qu'il fallait à la commission électorale indépendante. Donc, c'était des manœuvres dilatoires orchestrées justement pour garder le pouvoir. Et nous nous insurgeons contre cela, parce que le pouvoir, aujourd'hui, de toute façon, nous avons une constitution, et il est très clair au regard de cette constitution que Kabila ne peut plus se représenter. Et je vous ferai observer même que partout j'entends que son deuxième mandat arrive à échéance, mais en réalité il a bénéficié de 3 mandats. Parce que à la fin des rébellions et lorsqu'il y a eu les négociations de Lusaka, eh bien il a eu déjà à gouverner le pays par le régime 1+4, un président et 4 vice-présidents. Donc il en est en réalité à son 3e mandat. Mais il a appelé à un dialogue national avec l'opposition, justement pour organiser ces élections. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ce dialogue national ? Mais nous ne pouvons pas être d'accord, madame, parce que nous sommes conduits par la Constitution. Et la Constitution est très claire. On n'a pas à dialoguer avec un imposteur qui arrive fin mandat. Ce n'est pas possible, ce n'est pas admissible, ce n'est pas acceptable. Et donc, nous nous insurgeons. Il ne peut pas y avoir de dialogue avec un imposteur. Qui plus est, a triché aux élections de 2011 et en 2006, il a bénéficié d'une assistance aussi internationale pour cautionner aussi les manœuvres de fraude électorale. Et donc, en réalité, depuis qu'il est au pouvoir, lui, Kabila Joseph, eh bien, nous assistons à une succession de manœuvres pour maintenir le peuple congolais. De quelles manœuvres ? Des manœuvres, madame, dilatoires et ainsi que des manœuvres pour rester au pouvoir, réprimer la population et ça, nous ne pouvons plus l'accepter. Il y a un temps pour tout, madame. Et aujourd'hui, c'est le temps de l'alternance. Donc pour vous, les élections, elles peuvent se tenir en novembre ? Mais écoutez, s'il y avait de la bonne volonté, mais bien sûr, madame, parce que la volonté politique, c'est tout de même ce qui détermine l'action des hommes politiques. Et lorsqu'il y a volonté politique, tout est possible. Ici, manifestement, il n'y a pas de volonté politique. Et donc, nous pensons qu'il faut absolument que les appuis dont se revendique Kabila, eh bien, puissent être mis hors jeu. Est-ce que vous comptez sur l'Union européenne, sur la Belgique, pour faire pression sur Joseph Kabila ? Oh, madame, écoutez, puisqu'il faut dire la vérité, et je pense que ça ne peut être utile, ma présence ici, que si nous disons la vérité, l'Union européenne, c'est la communauté internationale, de toute manière. Et donc, cette communauté internationale, elle s'est trompée plusieurs fois. Parfois par complicité, parfois par cynisme, et parfois aussi par ignorance. Eh bien, moi, je suis plutôt de ceux ou de celles qui pensent que nous pouvons encore croire en cette communauté internationale en lui donnant une caution aujourd'hui de bonne foi,
Donc, ça veut dire que cette communauté internationale aujourd'hui doit s'affranchir des erreurs du passé et doit oser aujourd'hui réclamer que Kabila quitte le pouvoir. Parce qu'en fait, c'est ça l'enjeu. Est-ce que l'opposition n'est pas trop dispersée? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire une coalition avec Etienne Tshisekedi, avec Moïse Katumbi et avec vous-même pour avoir un candidat face à Joseph Kabila? Écoutez, je vais d'abord vous faire observer, madame, que les vrais opposants auprès de M. Etienne Tshisekedi, c'est nous autres et pas Katumbi. Vous citez Katumbi. Bon, moi, je préfère vous dire tout de même que pendant une dizaine d'années, Kabila était au pouvoir, mais il avait comme gouverneur au Katanga M. Katumbi. Donc, le bilan de M. Kabila, c'est aussi le bilan de Katumbi. Le bilan de Katumbi, c'est le bilan du PPRD, le parti qui soutient Kabila. Et donc, à partir de là, quitter Kabila à quelques mois près des élections pour dire qu'on est opposant, madame, pour moi, ça passe très mal. Parce que vous savez, moi, ici, je suis pour revendiquer la légitimité historique. Et nos parents se sont battus pour l'indépendance du Congo, non pas pour qu'on vienne galvauder la lutte, mais pour qu'on puisse conduire le peuple congolais vers sa destinée de prospérité. Alors justement, être la fille de Joseph Kasavubu, est-ce que c'est un atout ou pas d'être la fille d'un ancien président et pas n'importe lequel? Écoutez, dans chaque pays, les pères fondateurs constituent des atouts. Il suffit de voir les bonnes démocraties, les références aux pères de la nation sont toujours des valeurs tout à fait inaliénables. Et donc oui, ça compte. Mais ça compte aussi par rapport à la détermination et par rapport au programme que nous pouvons aussi afficher, parce que je ne suis pas ici dans une logique de dynastie, mais je suis ici dans une logique de combat démocratique et je dois gagner ma place par rapport à un combat démocratique. C'est la raison pour laquelle je condamne absolument toute cette assistance qui a été accordée, par exemple à des Kabila, sous prétexte que c'est le fils d'eux. Mais écoutez, nous sommes tous des fils de quelqu'un. Et donc, à partir du moment où nous devons mériter notre place parce que nous nous battons, eh bien, je ne vois pas comment la communauté internationale a pu se fourvoyer pendant tant d'années en assistant et en soutenant l'insoutenable. Parce qu'il faut quand même, madame, que je vous rappelle ici, la conscience internationale, elle nous interdit des pratiques de criminalité. Or, Kabila s'est distingué en vendant de l'uranium à des pays peu recommandables. Et comment est-ce que la conscience mondiale peut supporter de tels comportements? Donc moi, je dis qu'il est temps que Kabila parte et qu'on remette un peu de l'orthodoxie et de l'ordre dans la maison. Alors vous parliez des fils d'eux, on va peut-être un mot des élections au Gabon. Les résultats sont tombés aujourd'hui. Ali Bongo Ondimba est réélu avec un score très serré, 49,80% des voix, résultat officiel mais provisoire. Comment vous analysez ce qui se passe en ce moment au Gabon? Il y a des heurts en ce moment entre les pro-Bongo et les pro-Jamping. Est-ce que vous redoutez ça? Mais madame, on doit toujours redouter lorsqu'il y a des morts pour des raisons tout à fait inavouées ou en tout cas pour des raisons qui sont condamnables. Parce qu'ici, nous voyons bien que Ali Bongo s'est inscrit dans une logique dynastique, de nouveau. Donc il ne faudrait pas que la communauté internationale continue toujours à demander la démocratie à nos pays, mais dans une logique de dynastie. Ça n'existe pas ici dans vos pays. Et moi, je prône pour le principe de l'éthique réciproque, à savoir que ce qui est acceptable en Occident au nom du droit de la démocratie et de la morale doit pouvoir être aussi acceptable chez nous au nom de ces mêmes principes. Ce qui est rejetable en Occident doit aussi être rejeté chez nous. Regardez les massacres à Béni. Chez nous, on charcute aujourd'hui la population. Avez-vous déjà vu des pays en Europe qui peuvent supporter qu'on égorge leur population et qu'on ne dise rien? Eh bien, chez nous, c'est le silence. À Béni, on tue. Et pendant ce temps, il y a des manœuvres dilatoires à Kinshasa ou dans quelques grandes villes où les hommes politiques ont quitté leurs fonctions politiques pour se comporter en supporters de football. Madame, c'est rejetable, c'est condamnable. Alors, si vous êtes présidente, quelles seront vos priorités? Justement, remettre de l'ordre, rétablir la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, où vous l'avez dit, des massacres sont perpétrés? Mais oui, mais ces massacres ne viennent pas de nulle part. Il y a tout de même des commanditaires, madame. Donc, en tant que présidente de la République, chef des armées, je préfère le souligner, eh bien, la première garantie, c'est d'apporter la protection à toutes les communautés ethniques du Congo. Première chose. Deuxième chose, il faudrait aussi que nous puissions jouer franc jeu avec la communauté internationale, dont nous continuons à croire que il y a parmi cette communauté internationale des gens, des hommes et des femmes de bonne volonté qui peuvent accompagner le peuple congolais vers des stratégies de développement de commun accord. Mais il faudra aussi que M. Paul Kagame et M. Yoweri Museveni cessent ces incursions à répétition dans notre pays. Vous parlez de commanditaires, ce sont eux que vous visez? Mais je ne les vise pas simplement parce que c'est un fait, mais tout simplement parce que eux, c'est une politique délibérée d'extermination du peuple congolais à l'Est pour pouvoir se réapproprier nos territoires afin
d'installer leur hégémonie de la philosophie Tutsi. Alors, comment est-ce qu'on peut supporter de telles choses, madame? Vous savez qu'en 1994, on a condamné l'opération turquoise parce qu'elle avait soi-disant permis aux génocidaires Hutus de se faufiler et de se réfugier en RDC. Mais alors aujourd'hui, M. Kagame inflige au peuple congolais la même chose parce qu'il est un des commanditaires qui continue à soutenir les rébellions. Pour vous, le président rwandais est donc un des commanditaires, c'est ce que vous nous dites ce soir sur TV5 Monde. Merci Justine Kasavubu d'avoir été avec nous, d'avoir été notre grand témoin.